Alors ce soir, nous allons vous présenter la formation ingénieur industrialisation méthode pour l'aéronautique et l'espace sous statut d'apprenti. Donc c'est une formation du groupe ISAE, donc le groupe ISAE qui est un groupe, un pôle mondial de formation et de recherche en ingénierie aéronautique et spatiale. Et plus particulièrement, on va balayer les points suivants aujourd'hui. Donc on va vous montrer, on va vous dire pourquoi le cursus a été mis en place, parce qu'il répond à des besoins industriels. C'est un cursus qui est jeune, hein, qui a 3 ans. Ensuite, on vous présentera le contenu de la formation, en faisant un petit focus sur le fait qu'on est sur 3 sites, en montrant les différentes particularités des 3 sites. Et avant de finir sur les questions-réponses, on vous fera un point sur le recrutement en 2022 et bien sûr ce qui va vous intéresser, sans doute la procédure d'admission pour cette année. Donc la formation ingénieur par apprentissage, elle est très jeune, elle a 3 ans. D'où est-ce qu'elle vient? C'est un cursus qui a été monté en discussion avec les écoles du groupe et le GIFAS, qui est donc le groupement des industries françaises de l'aéronautique et du spatial, sur un constat qu'on avait besoin de former des ingénieurs dans le domaine de l'illustration des méthodes. Donc le déploiement du cursus se fait sur 3 sites. 3 écoles du groupe, donc qui sont l'ISAE Super-Héros. Donc on a eu notre première rentrée en 2020, donc on a une promotion là qui va être diplômée à la fin de cette année. L'année suivante, en 2021, on a l'ENSMA qui a ouvert la formation, et l'année dernière, donc cette année, pour la rentrée de septembre, la première promotion de SUPMECA qui est à Saint-Ouen à côté de Paris. Voilà. Donc on a une spécificité, c'est que c'est une formation qui est commune, c'est une formation du groupe ISAE. Commune, ça veut dire que le contenu des enseignements qui vous seront présentés tout à l'heure sont communs et sont les mêmes sur les 3 sites, donc sur les 3 écoles. Et en 3e année, on le verra également tout à l'heure, une option par contre différente sur chacun des 3 sites. Alors, qui dit formation de groupe dit contenu identique. Par contre, le diplôme est délivré par chacune des écoles. Ça, c'est une obligation de la commission d'éthique d'ingénieurs. Un groupe d'écoles ne peut pas délivrer le diplôme. Donc, le diplôme sera donné par l'école où vous êtes inscrit et où vous faites à minima votre 1re et 2e année. Alors, la mission de l'ingénieur qu'on forme via ce cursus, cette formation, c'est ingénieur industrialisation et méthode pour l'aéronautique et l'espace. Alors qu'est-ce que ça veut dire? En fait, c'est un ingénieur qui assure l'interface entre le bureau d'études et la chaîne de production. Alors c'est relativement large. Et pour former cet ingénieur, on forme sur d'abord un premier large spectre, socle scientifique et technique. Mais bien sûr, on a besoin aussi d'un ingénieur qui sache gérer des projets. Donc on a une formation sur la gestion de projet, également sur le management des équipes techniques. Et la destination de cet ingénieur, c'est aussi bien des grands groupes industriels que des PME, des PMI. Alors je vais passer la main à Annette Roy de l'ENSMA pour qu'elle nous décrive le contenu de la formation. Oui, donc c'est une formation par alternance entre l'école et l'entreprise. Le programme académique comprend 1800 heures d'enseignement sur les 3 années, avec 700 heures en première année réparties sur 24 semaines, 600 heures en 2e année réparties sur 21 semaines, et 500 heures en 3e année réparties sur 18 semaines. Et donc, évidemment, en parallèle, le temps va croissant sur les 3 années, le temps entreprise, avec 28 semaines en première année, 31 semaines en 2e année et 34 semaines en 3e année. Les enseignements donc, académiques sont répartis en groupes d'enseignement de cours qui sont déployés sur ce qu'on appelle des unités d'enseignement. Donc, on a 6 unités d'enseignement qui constituent le tronc commun, donc déployé de manière identique sur les 3 écoles.
Le premier, donc, la première UE, ça s'intitule Sciences de l'information mathématique et physique. La deuxième, technologie. Le troisième, aérospace. On a aussi une UE autour des outils et méthodes de l'industrialisation. Une autour des sciences de l'entreprise et enfin une autour des sciences humaines et communication. Le programme académique comporte également 2 projets, un en deuxième année, donc projet de recherche et développement où vous découvrez, les apprentis découvrent plutôt donc, le côté R&D en étant immergés dans les laboratoires de recherche des écoles. Et un projet de troisième année, innovation et conception, où là, les apprentis mettent en œuvre à peu près l'ensemble des acquis qu'ils ont eus au cours des 3 ans de formation. Et enfin, donc, une unité d'enseignement qui constitue l'option que chaque école propose en dernière année. Alors, vous avez ici la répartition des volumes horaires de ces unités d'enseignement. Donc, avec 20% pour l'UE Sciences de l'information, mathématiques et physique, 12% pour l'UE technologique, 12% également pour l'UE aérospace, 14% pour l'UE outils et méthodes d'industrialisation, 6% pour l'UE sciences de l'entreprise, 10% pour l'UE sciences humaines et communication et 16% pour l'UE qui constitue l'option de troisième année, et enfin 10% pour les 2 projets académiques. Avancer, Samuel, s'il te plaît. J'essaye. Ah, Hugo, tu peux me recliquer sur le... Voilà, merci. voilà. Donc là, on vous détaille un peu plus précisément ces groupes d'enseignement constituent les UE. Pour la première UE, donc, vous voyez, vous avez donc des mathématiques appliquées, de la mécanique des solides et systèmes mécaniques, la mécanique des fluides, l'informatique, l'automatique et traitement du signal. Pour l'UE technologie, il y a donc des enseignements autour des capteurs et chaînes d'acquisition, de la conception assistée par ordinateur et de la fabrication assistée par ordinateur, des enseignements autour du comportement des matériaux et des structures, un module sur l'architecture des systèmes numériques, un sur la cybersécurité et enfin un autour des télécommunications et réseaux. L'UE Aerospace comprend un module sur l'aérodynamique et propulsion, un autre sur la mécanique et thermodynamique des fluides compressibles, un sur la mécanique du vol, un sur l'énergie électrique et actionneur, un sur les structures aérospatiales, un sur l'architecture des aéronefs et enfin un sur l'architecture des véhicules et systèmes spatiaux. Alors, l'unité d'enseignement outils et méthodes de l'industrialisation comprend de la qualité, des enseignements de conception fonctionnelle et ingénierie simultanée, la gestion de projet, de la certification et réglementation, des méthodes de fabrication et de conception, de l'organisation industrielle et un module autour de l'usine du futur, défis et enjeux. L'unité d'enseignement sciences de l'entreprise comprend de la stratégie d'entreprise, un module autour de la gestion financière et comptable, bien sûr des enseignements autour du développement durable et de la responsabilité sociétale des entreprises, du droit des contrats et des affaires, de l'analyse et calcul de coûts et des enseignements sur la propriété industrielle et plus généralement l'innovation dans les entreprises. L'unité sciences humaines et communication comprend un module autour de la communication écrite et orale, un autre sur le management humain, un sur le design thinking, qui est une technique d'innovation, et bien sûr, pas mal d'anglais répartis sur les 3 années.
Et enfin, l'UE projet académique comprend donc le projet que j'ai déjà cité, recherche et développement en 2e année, et le projet innovation et conception en 3e année. Donc, pour être diplômé, il faut aussi valider une période à l'international d'une durée de 9 à 12 semaines, donc dans un pays étranger, et qui est à réaliser sur une des périodes en entreprise pendant votre alternance. Et il faut aussi valider un niveau B2 en anglais que l'on valide par la certification TOEIC. Hugo. Donc là, on va vous présenter donc, les spécialités de 3e année qui sont proposées dans les 3 sites. Donc, je crois que ça commence par lancement. Voilà. Donc, à lancement, on propose une spécialisation autour des systèmes énergétiques et matériaux avancés, avec un module, on va dire, introductif sur l'industrialisation des systèmes propulsifs, 3 modules autour de l'aérodynamique, la combustion et la performance, et de la thermique des systèmes, et 2 plus autour des matériaux et structures. Le premier autour de la performance mécanique des structures et matériaux, bien sûr dans une démarche éco-responsable. Et le deuxième sur des matériaux spécifiquement pour les transports et l'énergie, avec une approche par fonctionnalité. Et enfin, un module autour de procédés et innovation, et plus particulièrement ciblé sur la fabrication additive et application laser, et ainsi que sur l'électrification des systèmes. Aéro à Toulouse, l'option s'appelle avionique et système embarqué. Et en termes de système embarqué, on a des systèmes de communication, navigation, des systèmes de contrôle, un module qui s'appelle système embarqué de façon plus large, et puis aussi de l'interface homme-machine, et puis pour pouvoir gérer des systèmes embarqués, on a besoin de rentrer un petit peu plus dans tout ce qui est analyse de données, intelligence artificielle, traitement d'images, donc on a aussi un module dédié. Donc ça, ce sont 5 modules dédiés à des systèmes. Et puis, on a un module beaucoup plus important en termes d'heures, qui est un module d'applicatif. Donc, on va parler des systèmes embarqués sur les drones, les missiles, les satellites, mais pas que dans le domaine, aéronautique. Donc, sur la voiture autonome également, sur les lanceurs, là, on revient voir le spatial, mais aussi sur des objets connectés en général, de la robotique. Isabelle, elle est là? Alors donc notre correspondante à Sukmeka n'est pas là, donc je vais vous décrire son option. L'option à Paris, donc c'est une UE plutôt orientée logistique, système. Tu peux m'enlever les... Ouais, excuse-moi. Je ne vois pas. Voilà. Système et procédés de production aéronautique. Donc avec un module vraiment orienté logistique et ville acérée, avec la simulation et l'optimisation des flux. Ensuite, on a un module qui est plus orienté procédés, fabrication additive, les matériaux composites pour l'aéronautique, l'ergonomie, l'automatisation des procédés. Et puis, un module qui tourne autour de la maîtrise des systèmes, pilotage des risques, sûreté de fonctionnement et amélioration de la performance des systèmes. Alors, avant de passer sur la partie recrutement, je voulais juste vous indiquer que vous pouvez commencer déjà à poser les questions sur le chat. On a des personnes derrière qui répondent aux questions, et de toute façon, on aura ensuite des questions auxquelles on vous répondra de vive voix, mais on aura déjà des réponses là sur le chat direct. Voilà, donc pour revenir au recrutement, on va faire un petit topo sur qui sont nos apprentis actuellement. Donc sur le recrutement 2022, comme vous pouvez le voir ici sur le camembert, on a une très grande majorité des apprentis qui proviennent d'un DUT.
Alors dans les DUT, derrière, on a du GO2I, du mesure physique, du GMP essentiellement, et quelques autres en plus petit nombre. Et ensuite, on a une deuxième part non négligeable qui est les BTS. Alors, pas mal de BTS aéro, mais pas uniquement non plus. Et puis ensuite, de façon un peu plus anecdotique, on a une ou deux licences et quelques étudiants de prépa CPGE. Si on regarde maintenant la répartition plutôt dans le domaine des secteurs d'activité, ben là on voit aussi une très grande majorité dans l'aéronautique, en bleu, une plus petite partie dans le spatial, et puis après on a quelques autres secteurs d'activité, puisque la formation n'est pas dédiée que à l'aéronautique et au spatial, même si c'est dans le titre. Ce que vous pouvez apprendre ici avec cette formation peut très bien être utilisé dans les domaines comme le ferroviaire, l'automobile, etc. Et donc on a quelques représentants automobiles, défense, navale, ferroviaire, l'énergie ou la mécanique industrielle de façon plus générale. Voilà, puis vous pouvez lire quelques grands noms autour du calendaire. Alors, la procédure d'admission pour cette année et le calendrier. Donc, vous avez une candidature qui se fait en ligne, avec un dossier qui est étudié par les 3 sites du groupe ISAE. Donc, il n'y a qu'une seule entrée pour l'ensemble des 3 écoles, et il n'y a qu'un seul processus d'admission. Donc, les candidatures en ligne sont ouvertes depuis le 9 janvier et ferment le 3 mars. Ensuite, nous, en interne, on étudie vos dossiers et on envoie les convocations pour les admissibles aux grands écrits. Le 24 mars, on a des épreuves écrites. Alors attention, ce n'est pas un concours. Donc ces épreuves écrites sont des épreuves de positionnement. Ça nous permet d'avoir des informations supplémentaires sur votre niveau qu'on couple avec le dossier qui est déjà existant et qui provient du dossier déposé avant le 3 mars. Et donc vous avez 3 matières sur lesquelles vous allez bûcher sur les épreuves écrites, qui sont les mathématiques, l'anglais et le français. Donc pour information, on ne fournit pas d'annales ou de programme de type révision. Encore une fois, ce n'est pas un concours. On a 3 centres d'écrit qui sont les 3 sites de la formation. Donc un à côté de Paris à Saint-Ouen à Supméca, un à Poitiers à l'ANSMA et un à Toulouse à Supaéro. Donc une fois que les épreuves écrites sont passées, on se donne quelques semaines pour faire la nouvelle étude des dossiers et envoyer les convocations aux personnes qui seront admissibles pour les épreuves orales. Et donc sur quelques jours, entre le 9 et le 12 mai, se déroulent les épreuves orales qui sont des entretiens. Alors, alors, ce sont des entretiens qui se passent en visioconférence, première chose. Donc vous n'avez pas à vous déplacer sur les sites. C'est essentiellement des entretiens sur la motivation, puisqu'on aura déjà étudié votre dossier, le contenu technique, scientifique, etc. Donc sur votre motivation et sur votre projet professionnel. Les jurys, ce sont des professionnels de l'industrie, qui peuvent être des maîtres d'apprentissage actuels ou autres, et puis deux ou 3 académiques. En général, on essaye d'avoir un représentant enseignant-chercheur de chacune des écoles, donc ça fait des jurys avec 4 personnes en face. Suite au jury, on établit une liste de candidats admis. Alors, admis sous condition de signer un contrat d'apprentissage. Donc chaque école, chaque site établit sa propre liste à partir des résultats des épreuves orales. Donc vous pouvez être admis à 1, 2, 3 écoles ou ne pas être admis. Et quand on dit que vous êtes admis sous condition, on fait un petit peu de surbooking. Ça veut dire que les premiers qui arrivent avec un contrat pour signer sont les premiers servis. À partir de fin mai, c'est à vous de faire le boulot. Hein. C'est une recherche d'entreprise et d'une mission. Vous revenez avec nous vers nous avec les contrats pour vérifier que la mission est bien sûr cohérente avec la formation.
Et puis on signe les contrats à la fois au niveau des écoles et au niveau du CFA, puisque sur les formations par apprentissage, on est aussi couplé à un CFA. Et donc, le recrutement se termine une fois que toutes les places sont prises dans chacune des 3 écoles. Alors, ce qui est important de signaler ici, c'est qu'il ne vous faut pas attendre fin mai de savoir que vous êtes admis sous condition pour signer un contrat pour commencer à chercher les contrats. On vous invite à chercher un contrat le plus tôt possible. Et c'est même plutôt positif au niveau des épreuves orales si vous pouvez nous montrer qu'effectivement vous avez des proactifs, vous avez déjà commencé à effectuer des recherches et que vous savez ce que c'est que faire cette recherche de contrat. Alors on va passer maintenant à l'expérience de retour d'expérience de nos apprentis. Donc sur quelques questions choisies. Donc, on peut peut-être commencer. Arnaud est à côté de moi, donc je vais lui donner la parole. Donc, on a des questions. Pourquoi avoir choisi l'apprentissage? Quels sont les bénéfices pour vous? Alors, je dirais qu'il y a plein de raisons de choisir l'alternance. En tout cas, pour moi, c'était principalement pour pouvoir allier une formation pratique et théorique. Effectivement, tout ce qu'on voit à l'école, on peut le mettre en application en entreprise, voir les différences et faire face aux imprévus qu'on n'a pas l'habitude d'avoir en école. Donc ça, c'est un aspect qui est très intéressant, c'est très formateur et ça permet de développer surtout des compétences donc pratiques et professionnelles. Donc ça, c'était la raison principale pour laquelle je voulais faire une formation en alternance. Et au niveau des bénéfices, donc moi j'ai pu développer des compétences professionnelles. Ça me permet également de connaître l'environnement et le domaine de l'industrie. Et je pense que ça, c'est vraiment la plus-value la plus importante quand on fait une formation en alternance. C'est qu'on va plus facilement s'orienter vers ce qui nous plaît, puisqu'on connaît mieux son environnement. Et en parallèle, on développe son réseau professionnel. Est-ce que Clara, tu veux rebondir? Enfin, il a résumé la chose. C'est vrai qu'en étant en apprentissage, ça permet de voir la partie plutôt pratique à l'école, enfin plutôt théorique, pardon, à l'école, et la partie plutôt pratique et d'appliquer ce qu'on voit en cours à l'entreprise. Et puis, comme il a dit, développer son réseau, acquérir des compétences techniques en étant à l'entreprise, et puis pouvoir apprendre de nouvelles choses professionnelles. Emilien, un petit mot sur ces questions? Non, je vais les rejoindre sur le côté théorique qui sera lié à la pratique grâce à l'alternance. J'ai envie de rajouter que l'alternance nous permet effectivement de voir aussi des choses que l'école ne nous fera jamais voir. Je pense notamment à du management, par exemple, ou des problématiques que l'école, malheureusement, même dans des simulations, ne peut pas nous montrer. Hein. Vous avez des problèmes sur des chaînes, là, physiquement, c'est devant vous, quoi. Alors qu'à l'école, c'est des exercices, des TD. Il faut trouver des solutions, il y a des enjeux derrière, il y a un peu de pression, c'est quelque chose que je ressentais pas du tout quand j'ai fait mon DUT. Mais là vraiment, je suis dedans, c'est vraiment agréable, je trouve, et c'est bien plus intéressant. Ok, Raymond, un petit mot aussi? Moi, je vais rejoindre mes camarades, surtout Emilien. Donc, en plus de tout ça, je pense que c'est bien de souligner le contact, parce que comme Emilien disait, bah, il y a la problématique de ce qu'on voit à l'école qu'on ne voit pas forcément, ce qu'on voit en entreprise qu'on ne voit pas forcément à l'école, mais aussi le contact et le contact professionnel. C'est pas, ce sont des choses, on ne peut pas faire des simulations avec le contact professionnel. Il faut être dans le bain, il faut être immergé, et l'immersion, c'est l'immersion informatrice. Donc, il faut vraiment être immergé et l'apprentissage favorise cette immersion professionnelle. C'est très intéressant pour ma part. Ok. Et alors, si tu avais un conseil à donner aux étudiants qui veulent faire le choix de ce cursus, de cette formation, est-ce que tu y as réfléchi? Raymond? Bah, si j'avais un conseil,
N'hésitez pas. Parce que franchement, déjà, on n'en a pas parlé, mais il y a la paye. Donc, n'hésitez pas. Parce que quelque part, ça vous fait sortir des poches des parents. Je trouve que c'est plus intéressant aussi pour les parents parce qu'à un moment donné, il y a ce détachement progressif et cette entrée dans la vie active. Mais loin de tout ça, il y a vraiment ce côté formateur, ce côté qui apporte une sorte de vision holistique et qui permet de mettre en évidence deux modes de fonctionnement. Et ça forme beaucoup. C'est très formateur dans la mesure où c'est pas facile d'allier études purement scolaires à une formation dite professionnelle. Donc, ça permet de développer une capacité d'adaptation. Et je pense qu'un ingénieur, c'est quelqu'un qui s'adapte à son milieu. Donc, n'hésitez pas. Arnaud, un conseil aussi? Alors, pour moi, le conseil que je pourrais vous donner, c'est préparez-vous. C'est important d'être prêt, notamment pendant les phases d'entretien, que ce soit avec les professeurs et également avec les industriels quand vous allez chercher une formation. Comme l'a rappelé M. Rivalan, commencez votre recherche le plus tôt possible. Par ce biais, vous allez découvrir des entreprises, vous allez découvrir des métiers et vous allez plus facilement faire un choix vers vers ce que vous allez peut-être faire dès septembre. Donc, commencez très tôt. Ok, est-ce que Clara ou Emilien voulaient rajouter un petit conseil aussi, un petit conseil perso? Pour ma part, ce serait plutôt, comme l'a dit Raymond, de ne pas hésiter à se lancer dans la formation pour ces bénéfices qu'on a évoqués précédemment. Et ne pas regretter de ne pas avoir tenté. Ok, merci. Emilien, tu voulais rajouter aussi quelque Oui, chose? pour ma part, je vais insister sur ce point, mais je pense que c'est le plus important. C'est ce que disait Arnaud. N'hésitez pas à commencer dès maintenant, si vous êtes intéressé, à chercher une entreprise et utiliser tous les outils que vous avez en main. Donc, utilisez votre réseau, utilisez les réseaux sociaux, c'est très important. C'est plus facile d'accès, je trouve, une entreprise via les réseaux sociaux quand c'est possible. Et c'est ce qui a été, pour ma part, le plus difficile pour intégrer la formation, c'était trouver l'entreprise. Ok, mais merci pour ce petit retour d'expérience. Mais on va continuer à vous solliciter. On a une première question sur l'intégration des apprentis dans la vie associative, de l'école, je suppose, ou des écoles. Quelqu'un se lance? Arnaud? Je peux me lancer. Vas-y. Alors, l'intégration se fait très bien. Moi-même, je suis membre actif de plusieurs associations, donc il n'y a pas de problème avec ça. C'est peut-être parfois difficile de gérer son emploi du temps parce qu'on a quand même une formation qui est assez chargée au niveau emploi du temps et au niveau travail. Donc, c'est une capacité de pouvoir, une capacité intéressante de pouvoir allier vie associative et formation. Mais globalement, ça se fait très bien. Et l'intégration avec les autres étudiants qui sont des étudiants, les étudiants ingénieurs sous statut étudiant. Alors l'intégration, elle se fait vraiment très bien, je vais me répéter. On n'est pas perçu de manière différente. On s'entend très bien. Il y a même plein de choses qui sont faites pour qu'on se rencontre et qu'on puisse travailler ensemble. C'est même très intéressant de pouvoir travailler avec des personnes qui viennent de formations différentes et on est très bien accueillis. Alors, à l'ANSMA, comment ça s'est passé pour toi, Emilien? Eh ben, ça a été parfait, ça s'est vraiment très bien passé. Donc, il a quand même fallu un petit temps d'adaptation pour les étudiants qui n'avaient pas l'habitude des alternants. C'est quelque chose qui n'existait pas à l'ANSMA avant, malgré quelques écoles partenaires qui avaient des formations par alternance. Mais voilà, on a fait des efforts, ils ont fait des efforts, ça s'est très bien passé. Maintenant, les gens commencent un peu plus à connaître notre formation, ils s'adaptent à nous, on s'adapte à eux. Ça se passe très bien. En plus, on peut profiter du riche tissu associatif de l'école. En tout cas, là, je parle vraiment pour l'ANSMA, mais j'imagine que c'est pareil au niveau des 3 autres écoles. Je suis membre de quelques clubs à l'école, notamment le club aéronautique ou bien le club de rock. Ça m'a permis de découvrir de nouvelles choses, de nouveaux horizons, et c'est quelque chose que j'invite les futurs étudiants à faire. C'est vraiment s'intégrer dans des clubs, essayer de s'ouvrir l'esprit et de faire partie de ces tissus associatifs qui sont vraiment très forts et très agréables.
Et je dirais pour compléter la réponse de Raymond, c'est même via les associations qu'on s'intègre mieux avec les autres élèves. Donc franchement, faut pas hésiter. Et en côté SupMeca, est-ce que c'est le même sentiment? Clara, par exemple? Personnellement, on est très bien intégré par les élèves sous statut étudiant qui ne font pas du tout la différence avec les étudiants sous statut apprenti. Et de plus, depuis 15 ans, je crois, il y a la formation par une alternance en génie industriel sans la spécialité aéronautique de l'espace. Et donc, les étudiants sous statut initiaux, ils n'ont aucun souci avec les apprentis et au contraire, ils nous accueillent les bras ouverts. Ok, merci. Alors, j'ai une question sur le choix de l'option de troisième année. Vous avez compris qu'on a en troisième année une option qui dépend du site. Donc, on nous demande si c'est préférable de postuler directement dans l'école possédant l'option souhaitée ou si on peut facilement choisir, par exemple, l'école super-héros et en troisième année passer sur l'option de l'ANSMA. Alors, je vais répondre à cette question. Il vaut mieux postuler sur l'école dont l'option vous intéresse pour la raison suivante, c'est que on est à flux constant. Donc en fait, on est 30 étudiants, on a 30 étudiants à super-héros, 25 à SupMeca, 24 à l'ANSMA. Si on en a 10 qui veulent partir de l'ANSMA, il faudra qu'il y en ait 10 qui reviennent à l'ANSMA. Donc, on ne peut pas assurer que tous les choix d'options en troisième année seront donnés aux étudiants. Donc, il vaut mieux choisir son école en fonction de son projet professionnel et de l'option. Sachant que c'est une formation unique, donc de toute façon, vous êtes formé sur les 2 premières années sur un même contenu. Une question encore. Comment aide-t-on à la recherche de contrats? Isabelle, est-ce que tu veux répondre? Oui, bonjour à tous. Excusez mon retard pour cette réunion. Donc, au niveau de la recherche de contrats, vous avez les entreprises qui publient leurs offres dès le mois d'avril. Et ensuite, nous, la session de recrutement, elle est un peu plus tardive puisque l'ensemble des informations sera donné sur la deuxième quinzaine de mai sur l'admissibilité sous condition. Donc ensuite, le relais est pris par le CFA pour accompagner sur les CV, sur les lettres de motivation si vous n'avez pas encore trouvé votre propre contrat. Mais une démarche individuelle très rapide, c'est-à-dire que là, on est en février et il faut vraiment commencer à chercher dès le mois d'avril, quelle que soit la formation que vous vouliez faire. Il ne faut pas attendre de savoir que vous soyez admis dans une école pour faire cette démarche. Donc, il faut commencer très tôt et regarder sur les sites des grands groupes. Vous avez des sites qui regroupent l'offre aussi, tels que Job Teaser. Et nous, on aura un forum des entreprises qui sera programmé fin mai. Donc, les dates restent à définir pour aider également aux recherches de contrats d'alternance. Est-ce que tu veux compléter, Annette, pour l'ANSMA? Oui, bah, effectivement, comme Isabelle, j'incite à commencer à chercher très tôt. Je dirais même qu'il y a certains grands groupes comme Airbus qui commencent dès maintenant à publier des offres. Alors, bien sûr, ça va aller en croissant jusqu'au mois d'avril mai, mais vous pouvez commencer à regarder un petit peu dès maintenant, notamment sur les sites des grands groupes. Et donc, on aide aussi les élèves, et notamment on a des anciens de l'école qui nous envoient des offres, et c'est pareil, je pense, dans les autres écoles. Mais encore une fois, il faut qu'en amont du jury de décision d'admission, que vous soyez proactif et que vous commenciez à chercher par vous-même.
Voilà, et pour être très très rapide, à Super Héros, c'est globalement la même chose. Et donc une fois que vous êtes admis sous condition, on vous donne accès aussi aux offres via le Career Center de l'école. Alors, une question plutôt adressée à nos apprentis. Quel est l'aspect le plus compliqué pour vous dans la formation? Arnaud, il n'y a pas d'aspect compliqué pour Arnaud. Non, je dirais que, au lieu de parler d'aspects compliqués, je dirais que le challenge le plus grand, c'est de gérer la dynamique de formation. On a des rythmes qui sont assez particuliers. Donc, c'est à peu près 1 mois et demi en école, 2 mois en entreprise, avec un rythme croissant. Et alors ça, c'est pour Super Héros, parce qu'on a des rythmes d'alternance. On répond aussi plus ou moins à la question suivante en même temps. On a des rythmes d'alternance qui ne sont pas tout à fait identiques sur les 3 écoles. Mais en tout cas, l'alternance, le fait de passer de l'entreprise à l'école, peu importe le rythme, mais ça reste quand même assez... ça peut rester compliqué parfois, surtout quand on habite dans 2 villes différentes. Et donc, c'est quelque chose qu'il faut aborder sans trop de crainte. Et on s'y habitue assez rapidement, mais ça peut rester un élément assez challengeant, je dirais. Raymond, ton retour d'expérience là-dessus pour ce début de formation? Personnellement, moi, je suis plus, en fait, je pense pareil que Arnaud. Donc, c'est surtout la cadence, c'est surtout le rythme d'alternance. Après, concernant les matières et tout, je pense que j'ai le minimum de travail, mais juste travailler suffit. Voilà, après, il faut être ingénieur en travail. Et puis, c'est surtout quand on est dans 2 villes, comme je disais, c'est qui était mon cas jusqu'à lundi. Donc, quand on est dans 2 villes, c'est pas forcément évident, mais ça se fait. Donc, faut juste s'y prendre tôt, trouver la bonne technique, essayer d'être réglo avec soi-même, c'est-à-dire d'être toujours propre en faisant une sorte de calendrier, une sorte d'Excel, de tableur où on range tout. Ça nous permet d'avoir un certain planning, une certaine classification. Et avec ça, moi, j'ai très bien le rythme d'alternance. Il n'y a pas de souci de ce côté. Ouais, je voulais juste rajouter que globalement, plus de la moitié des apprentis ne sont pas sur la même ville sur la partie pro et sur la partie académique. Hein. Voilà. Est-ce que Emilien ou Clara voulaient dire quelque chose là-dessus ou pas mieux? Donc, est-ce que vous pouvez nous parler du rythme de l'alternance à l'ANSMA et à SUPMECA? Oui, donc à l'ANSMA, c'est pas très différent de Super Héros. Hein. On commence environ 5 semaines, 2 mois en première année, mais effectivement, l'alternance les durées vont croissant au fur et à mesure des années, je dirais même des semestres. Pour la raison que vient d'évoquer Samuel, c'est que déjà, il y en a qui sont en entreprise assez loin de l'école, donc on souhaite pas trop multiplier les déplacements, même si ça fait partie de la formation. Et aussi parce qu'on pense que pour consolider les acquis à la fois en entreprise et à l'école, eh ben, c'est bien d'avoir des périodes relativement longues, on va dire. Et est-ce que SUPMECA, oui, vous voulez prendre la parole, c'est assez différent ou... Nous, on est sur une montée progressive de 2 semaines à 1 mois sur la première année. La deuxième année, c'est du 1 mois. Et la troisième année, ce sera du 6 mois. Voilà. Ok, merci. Alors, une question sur la période à l'international. Comment se passe la période à l'international? Alors, je ne sais pas si c'est une question pour nous ou une question pour les étudiants. Pour les apprentis, tu peux répondre, Arnaud? Je peux commencer. Alors, pour moi, la période à l'international, c'est très bien passé. Elle s'est déroulée au sein de mon entreprise. Donc, je suis chez Airbus Hélicoptère. Je suis parti dans une autre branche du groupe Airbus, donc chez Airbus Defence and Space,
pendant 4 semaines. Et donc, j'ai intégré une équipe qui travaille dans le même domaine que l'équipe dans laquelle je suis. Et c'était très intéressant du point de vue professionnel, mais également du point de vue culturel. Donc, j'étais en Espagne et c'était vraiment riche en culture. Donc, j'ai très apprécié cette période. Émilien, est-ce que tu as fait déjà ta mobilité internationale? Non, pas encore. Pour l'instant, je suis en recherche. D'accord, ok. Alors, question pour les apprentis encore. Est-ce que la liaison théorique-pratique se fait bien? Est-ce que vous trouvez vite vos marques? Clara? C'est tout frais. Ils sont rentrés dans la formation cette année. La liaison entre la théorie et la pratique, elle se fait relativement bien. Je pense que ça dépend aussi dans quelle entreprise et dans quel service on se trouve. Parce que c'est pareil, j'ai des matières qui vont me servir plus que d'autres. Moi, je suis plutôt dans une entreprise axée électronique. Donc, tout ce qui est, tout ce qui concerne l'électronique, ça aide forcément plus à comprendre peut-être les plans, etc., que les matières mécaniques. Mais toutes les matières sont utiles à la connaissance puisque elles sont utilisées au quotidien dans les entreprises. Donc, pour comprendre des plans, des schémas, etc., on a besoin d'un panel de matières à connaître. Émilien, toi qui as un petit peu plus de recul, hein. Effectivement, le lien se fait bien. Encore une fois, je vais rebondir sur ce que dit Clara. Ça va dépendre de ce que vous faites en entreprise. Pour ma part, il y a pas mal de matières dont je ne peux pas faire le lien entre l'entreprise et l'école, puisque c'est vraiment de l'indus. On sera plus du côté un peu BE à l'école. Mais c'est pas pour autant que c'est inintéressant, parce que d'un côté, vous allez quand même comprendre comment sont faites les choses, pourquoi elles ont été faites ainsi, et ça peut vous aider à comprendre le fonctionnement global d'une entreprise. Après, les matières qui sont liées au management, gestion de projet et toutes ces choses-là, c'est des matières que vous verrez ici et que forcément, ça, c'est inévitable pour un ingénieur en tout cas. Et les liens se font très bien là par contre. Tu voulais ajouter un petit mot, Arnaud? Oui, je pense que comme vous l'avez vu durant la présentation, la formation, elle est vraiment très large. Elle balaye autant de la mécanique, de l'électronique, du signal. Donc, c'est un peu dur de voir toutes ces choses au sein de l'entreprise. Donc, comme le disaient Clara et Emilien, on arrive à lier pratique et théorique quand, quand le domaine ou le service où on est se rapproche d'une de ces matières. Mais après, je dirais que c'est quand même dans la formation industrialisation méthode et aéronautique pour l'espace, on développe surtout une culture du domaine spatial et aéronautique. Donc même si dans notre quotidien au sein de l'entreprise, on met pas en application ce qu'on voit en cours, on est capable en fait de pouvoir discuter avec des personnes de différentes formations, différents profils au sein de l'industrie. Et donc je pense que ça, c'est vraiment le plus de la formation. Oui, donc au sein de la formation et en fonction de votre mission, effectivement, que vous aurez en entreprise, ça se rapproche plus ou moins, ça tombe, les cours arrivent plus ou moins au bon moment, hein. Vous pouvez avoir des cours que vous attendez pendant 2 ans, vous auriez préféré avoir avant. Voilà, cet aspect-là est compliqué, mais il faut comprendre aussi que de toute façon, dans l'entreprise, vous vous formez aussi avec et par l'entreprise, hein. Est-ce que Raymond voulait dire quelque chose là-dessus, même si c'est très très frais chez toi? Non, non, je pense pareil que Clara, donc non. Alors, on a une question plus sur le recrutement. Est-ce que les étudiants n'étant pas en mesure de fournir d'avis de poursuite d'études peuvent postuler néanmoins? La réponse est oui. Alors, je suppose que cette question provient essentiellement de certains BUT qui cette année, donc du coup, en fonction des UT, voilà, on sait que certains UT ne fournissent pas d'avis de poursuite d'études. Oui, vous pouvez postuler. Il faut nous fournir le maximum d'informations, tous les relevés de notes possibles. On
on va dire qu'on va faire avec cette année. Donc c'est une année très particulière. On a la réforme du DUT au BUT qui se fait. Donc j'ai pas vu apparaître la question, mais j'y réponds quand même. Si vous êtes en BUT 2, bien sûr, vous pouvez postuler cette année. C'est ouvert. Sinon, tout simplement, on n'aurait pas de candidat. Et donc, on va faire avec ces manques d'avis de poursuite ou de relevé, puisqu'on n'a pas le choix. On va gérer comme ça cette année. C'est une année très très particulière pour nous. Mais n'hésitez pas à postuler si vous êtes en BUT 2, bien sûr. Et on retourne sur une question. Juste pour compléter, excuse-moi, Oui, Samuel, pour compléter sur les recrutements, il y a une question qui dit pourquoi est-ce qu'il y a très peu de licences qui intègrent la formation? C'est effectivement lié au nombre de postulants. Il y a assez peu de postulants qui ont des titres de licence actuellement sur cette formation. Donc, ce qui explique qu'il y en a assez peu en formation. Voilà, tout simplement, pour compléter. Merci. Donc, pour résumer, Isabelle, si vous êtes en licence, n'hésitez pas à postuler non plus. Bien sûr, il faut que ce soit une licence à forte composante scientifique, pas forcément orientée dans le domaine aéronautique. Hein. La couleur aéronautique, c'est la formation qui vous le donnera. Donc bien sûr, n'hésitez pas non plus. Alors, retour une question aux apprentis. Comment gérez-vous la distance entre votre entreprise et l'école? On l'a plus ou moins évoqué tout à l'heure, mais bon, pas complètement. Bon, alors, je vais commencer. Tu prends le train? Oui, je prends le train. Généralement, je prends le train. Alors, pour mon cas, je vis à Marseille pour le côté entreprise et à Toulouse. Donc, moi, j'ai un logement fixe du côté de mon entreprise et du côté de Toulouse, on a la chance d'avoir des résidences étudiantes dans lesquelles on peut prendre une chambre assez facilement pour la période de cours. Donc, c'est comme ça que je fais. Et après, pour le déplacement, j'utilise le réseau ferroviaire qui marche plutôt bien. Est-ce qu'un autre apprenti veut répondre? Mais je crois qu'il faut vraiment pas avoir peur de cette distance, de fait d'avoir deux lieux à gérer. Votre formation, c'est une formation pour être ingénieur. Un ingénieur, on demande aussi à ce qu'il soit mobile. On peut pas se dire que déjà, quand on est étudiant ou apprenti, on veut pas bouger. Donc ça se gère. Vous avez un salaire. Encore une fois, il y a plus de la moitié des apprentis qui sont sur 2 sites et ça se passe très bien. On n'a pas de retour négatif ou de problématiques importantes à ce niveau-là. Et pour compléter la réponse de Monsieur Rivalan, bien sûr, vous avez un salaire qui peut compenser la prise de 2 logements. Vous avez de nombreuses aides pour les logements et pour les transports. Donc, il faut vraiment pas hésiter. Et je trouve que c'est également un plus de pouvoir vivre dans 2 villes différentes. N'hésitez pas. L'éloignement, ça se gère plutôt bien. Ça peut faire peur, mais ça se gère assez facilement et assez rapidement. Moi, si je peux compléter ce que dit Arnaud sur les aides, c'est que il y a les aides de l'État qui sont là. Et pour ma part, dans mon entreprise, ils aident aussi au double logement pour ceux parce qu'en fait, ils savent très bien que les formations ne sont pas à proximité et qu'on est obligé d'avoir un double logement. Donc, je pense qu'il y a des entreprises qui aident aussi les alternants du point de vue financier. Ok, merci. Alors, une question très légitime. Quels sont les types de missions? Donc, on vous a dit effectivement que c'était assez large le panel entre le bureau d'études, la production, ça passe par les méthodes, la qualité, la supply chain. Donc, effectivement, on a un panel très, très étendu. Donc, quel type de mission, quel poste occupent les apprentis présents dans ce webinaire? Arnaud, allez, je vais commencer. Alors, moi, j'occupe le poste d'architecte industriel des essais. Bon, un mot plutôt barbare, mais qu'est-ce que ça veut dire? Globalement, je travaille sur la stratégie de test en production pour produire un hélicoptère. Donc, par exemple, lorsque vous voulez intégrer un équipement dans l'hélicoptère,
par exemple un écran, ben, il va falloir un moment le tester pour savoir s'il fonctionne et s'il répond bien aux exigences de l'utilisateur. Et donc, lorsqu'on va intégrer cet écran, ben, il va falloir pouvoir y avoir accès. Et donc, c'est mettre en place la stratégie, donc savoir quel outil on va utiliser, à quel moment on va les utiliser, le nombre de personnel dont on va avoir besoin, estimer un budget de ce test. Donc voilà, c'est un métier très complet qui allie à la fois le bureau d'études, puisqu'on doit travailler avec les interfaces entre les différents systèmes, et la production, puisqu'on doit gérer toute la partie logistique, toute la partie management humain. Et c'est un métier qui, selon moi, est très en lien et très en cohérence avec la formation. Parfait, on en a un. Est-ce que, Emilien, ton retour là-dessus, hein? Assez vite parce qu'on arrive sur la fin. Bah, je vais faire rapidement. Moi aussi, je suis en industrialisation dans mon entreprise, donc la formation me convient parfaitement bien. J'arrive à discuter entre la production et les bureaux d'études et les diverses missions que je peux avoir. Donc les missions classiques de l'industrialisation, du support technique qui est très intéressant. Là, vous êtes vraiment au contact des compagnons, vous êtes sur les chaînes. Vraiment, c'est des gens d'expérience qui vous apportent beaucoup. Et puis des missions inattendues, mais qui sont tout aussi intéressantes, comme du déploiement logiciel. J'avais pas signé pour ça à la base, mais au final, c'est une mission qui tombait bien. J'avais les épaules pour l'apprendre et ça se passe très très bien. Ok, est-ce que Clara ou Raymond voulaient ajouter un petit mot là-dessus? Sur vos missions? Euh, Moi, personnellement, je suis dans un service système. Donc, l'enjeu, c'est de comprendre déjà la mission, c'est de comprendre, j'ai envie de dire, l'environnement de la mission, pourquoi la mission. Et personnellement, je travaille sur une sorte de formation parce qu'on a eu un problème au cours des 5 dernières années pour développer un programme avion. Du coup, il s'agit de reformer les industriels pour pouvoir adopter de bonnes pratiques et pour pouvoir développer de façon cohérente maintenant les prochains programmes avions. Donc, ça, c'est ma première mission. La deuxième mission sera de faire des maquettes des composants de l'avion pour expliquer à un nouvel arrivant comment ça se passe de façon à ce qu'il soit directement intégré dans et qu'il prenne, j'ai envie de dire, qu'ils comprennent le produit que nous fabriquons. Donc, ce sont ces deux missions que j'ai à réaliser au cours de l'année. Ok, merci. Clara, un petit mot sur ta mission? Moi, en ce moment, pour la première année, j'ai plutôt des missions d'amélioration continue, méthode sur la partie maintien en conditions opérationnelles et la partie métrologie. Donc, c'est tout des missions transverses avec d'autres services pour pouvoir améliorer un peu tout et de pouvoir ouais, c'est ça, c'est plus de l'amélioration continue, on va dire, pour cette première année. Donc on voit bien là qu'on a 4 missions qui sont pas tout à fait identiques, mais qui sont bien dans l'ensemble du spectre que la formation recouvre. Alors je vais avoir une dernière question, hein, puisque ça fait déjà 1 heure qu'on est ensemble. Est-ce que vous pensez être embauché en CDI dans vos entreprises d'apprentissage à la fin de vos études? Alors on peut rajouter même, est-ce que vous avez envie d'y rester? Alors, pour ma part, j'ai eu beaucoup de retours, des retours positifs sur mon travail. J'ai pas eu de proposition officielle avec mon contrat, mais j'ai eu beaucoup d'échos, donc j'ai pas trop de doutes sur une future proposition. Ensuite, sur la suite, est-ce que j'ai envie d'y rester? Alors, au sein de l'entreprise, je m'y plais beaucoup. Ensuite, ça dépend, à voir au niveau des missions qu'on me proposera. Donc, voilà. Ok, Emilien? Est-ce que c'est des choses dont tu Oui. discutes, ça? Ouais. Oui, c'est pas des choses forcément, enfin, dont j'ai pu discuter au début, si. J'en ai parlé directement dans mon entretien. Le but, c'était pour compenser une montée en cadence, justement, de prendre des apprentis
histoire de les former sur 3 ans et qu'ils soient directement opérationnels. Donc le CDI, c'est plus qu'une option de mon côté. Maintenant, il faut que ça se passe bien aussi, il faut que je continue à bien travailler et que l'entreprise ait toujours ce besoin. Mais voilà, si on travaille bien, je pense qu'il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas de CDI en sortie. Mais voilà, c'est une question que vous pouvez poser en entretien. Ça peut être intéressant pour vous si vous avez envie de rester dans une entreprise. Demandez si après il y a des possibilités de rester ou pas. Et pardon, il y a des entreprises dans lesquelles c'est vraiment un vrai besoin. Il y a des entreprises qui prennent des apprentis, mais voilà, on ne sait pas vraiment si vous avez s'il y a mince, il y aura une embauche à la sortie, quoi. Mais moi, c'était un des critères de choix de l'entreprise, c'est potentiellement en sortie avoir un CDI, parce que c'est une entreprise dans laquelle je me plais bien. Mais voilà, j'attends de voir la suite de mes missions pour prendre une décision. Ok, bon, et pour nos deux apprentis de Submeca, je suppose que c'est un peu plus compliqué à voir. Là, vous venez juste d'arriver, donc à moins que vous ayez vraiment quelque chose à nous dire, qu'on vous ait clairement dit que c'était une pré-embauche. Alors, non, mais chez moi, ça se dit qu'on prend un apprenti, on le forme il a la connaissance d'un produit, du produit de l'entreprise. Donc, forcément, à la sortie des 3 ans, il a une certaine connaissance, j'ai envie de dire, une culture de l'entreprise déjà, donc une connaissance du produit. Et puis, ça se dit dans l'entreprise que le but, c'est de prendre l'apprenant, de prendre l'apprenti à la fin. Maintenant, il faut que ça soit concrétisé pendant les 3 années de formation. Il faudrait qu'il y ait du concret parce qu'on a quand même un salaire. Ça veut dire qu'on doit quand même fournir quelque chose. Et si tout se passe bien, à la fin, voilà. Ok, merci. Alors, avant de rendre l'antenne, je voulais juste vous préciser que si vous avez d'autres questions qui arrivent, ou si on n'a pas répondu à toutes vos questions, vous avez une adresse mail qui a dû vous être fournie quelque part et sur laquelle vous pouvez poser toutes vos questions. Voilà, que vous n'ayez pas osé les poser aujourd'hui ou que vous n'ayez pas encore pensé. Si vous avez des nouvelles questions, n'hésitez pas. Et puis, j'ai envie peut-être de donner la parole à mes deux collègues. Isabelle, Annette, est-ce que vous avez un petit conseil à fournir à nos candidats ou une dernière petite remarque avant de nous quitter? Donc, le conseil, c'est un conseil que nos apprentis vous ont donné au début. N'hésitez pas, qui ne risque rien n'a rien. Donc, n'hésitez pas déjà à postuler. Au niveau des missions, là, c'est vrai que les 4 apprentis présents étaient tous un peu autour du scope industrialisation méthode, mais nous, le spectre est vraiment très large. Notamment, il y en a un qui est en conception, qui voulait absolument faire de la conception et qui fait de la conception. Donc voilà, c'est très, très large. Ça va jusqu'à la production. Et encore une fois, j'insiste un peu, mais commencez à chercher votre entreprise très tôt. Et voilà. Et nous, on est là pour vous aider, mais commencez dès maintenant et ça vous donnera une idée justement du panel de missions qui peut vous être proposé. Si vous êtes convoqué à un entretien, ça vous fera de l'entraînement. Voilà. Donc, n'hésitez pas. Isabelle, un petit mot? Oui, l'apprentissage, pour ceux qui n'en ont jamais fait, c'est vraiment une expérience différente du statut étudiant. Je pense que tous nos apprentis sont vraiment contents quand ils ne connaissaient pas d'être passés sous ce statut. Et comme a dit Raymond tout à l'heure, pas seulement parce que il y a un salaire à la fin du mois, mais c'est vraiment un enrichissement permanent, une montée en compétences au quotidien dans l'entreprise. Vous démarrez en tant que technicien et puis vous allez gagner en autonomie, gagner en compétences également pendant les 3 ans de cette formation. Donc, c'est vraiment différent du système de stage et il faut être prêt à sauter dans le grand bain et à démarrer la vie en entreprise en même temps que sa vie d'étudiant. Et ça, tous ceux qui l'ont testé en sont ravis. Donc, je vous invite à le faire, à continuer sur cette lancée.
Parfait, merci. Ben, de mon côté, moi, je remercie tous mes collègues et tous les apprentis qui se sont dévoués pour nous faire cette belle présentation et donner un petit peu de retour d'expérience. Et puis aussi les petites mains derrière qui ont répondu à toutes ces questions et la technique. Et donc, ben, j'espère vous retrouver, vous candidats, très bientôt dans des entretiens oraux sur bientôt ce soir, pardon, on me fait des signes derrière. Voilà. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions. Le petit mail qu'on vous a fourni tout à l'heure. Et puis, ben, à très bientôt, j'espère.